Bonjour à tous, et aujourd'hui nous allons traiter avec Armarius de quelque chose de tout à fait différent, parce que j'ai bien vu que la dernière fois, la guerre froide, même pour ceux qui passent un examen, c'est pas votre truc en fin de compte. Alors on va changer complètement de sujet, on va faire complètement différent. J'ai décidé d'aborder quelque chose qu'on n'aborde pas beaucoup dans les cursus d'histoire ou dont on parle assez peu généralement en France. C'est la guerre Asie-Pacifique pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui a entraîné la mort de quelques 60 millions, non, que je dis une bêtise, 26 millions de personnes, 40% du total de la Seconde Guerre mondiale, et pratiquement les 4/5 des morts de ces 26 millions de morts sont des civils. Bien sûr, évidemment, il y a eu Hiroshima et Nagasaki, mais il y a eu plein d'autres choses, évidemment, hein, qui ont fait que la guerre en Asie-Pacifique, entre les Japonais, les Américains, les Russes, les Anglais, et puis un peu les Français aussi, va donner beaucoup, beaucoup, beaucoup de victimes. Mais là, on va voir quelque chose de... c'est peut-être une goutte d'eau dans tout ça, mais c'est quelque chose de très particulier. C'est l'unité 731, une unité japonaise de recherche sur les humains. L'unité 731 était commandée par un gars qui s'appelait Ishihiro, un général qui était un spécialiste de la guerre bactériologique. Et donc, il va faire ses études, il va travailler, en fin de compte, il va faire avancer la science, si vous voulez, en utilisant des cobayes humains. C'est un fou, enfin un fou sans être fou, de la science sans conscience, quoi. Et ce Ishihiro, hein, il aura la particularité, avant tout, hein, ne pas avoir été inquiété par la suite. Et tout ce qu'a fait l'unité 731 pratiquement a disparu. Top secret. Même le gouvernement japonais ne veut pas en entendre parler. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui veut en parler, non, non, ça n'a pas existé. Et pourtant, on a eu des preuves, grâce à un procès qui s'est passé en URSS, après la Deuxième Guerre mondiale, où 12 scientifiques avaient été capturés de l'unité 731, et aussi grâce à un infirmier qui avait des choses à dire, quoi. C'était trop lourd pour lui. Voilà, il travaillait dans cette unité 731. Alors, ce général médecin, Ishihiro, le Mengele japonais, hein, le fameux docteur Mengele, vous savez, ce nazi qui a torturé au nom de la science des milliers de patients à Auschwitz. Est-ce que on a à peu près le même profil? Ah ben ouais. Ouais. On a à peu près le même profil. Alors, je m'excuse. Alors, parce que ce Ishihiro, c'est quand même pratiquement le père de la guerre bactériologique. Hein. C'est pas le père de la guerre chimique, mais plutôt des guerres bactériologiques. Donc tout ce qui est bactéries et virus. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur lui? Ben, il est né à Tokyo, non loin de Tokyo plutôt, le 25 juin 1892. Alors, Mengele était né dans une famille aisée, et lui aussi, il va naître dans une famille aisée, de riches propriétaires terriens. Voilà. Donc, on a quelqu'un qui fait partie un petit peu de l'aristocratie japonaise. Alors, il va faire ses études à l'université impériale de Kyoto. Il va sortir diplômé médecin en 1920. Il s'engage dans l'armée impériale japonaise. Et là, dans l'armée impériale japonaise, il est bien vu par ses supérieurs hiérarchiques. Pourquoi? Parce que c'est un ultra-nationaliste. C'est-à-dire que il pense, comme beaucoup d'officiers japonais ou de responsables japonais de l'époque,
que en Asie, les Japonais, c'est un peuple supérieur à tous les autres. D'accord? Donc, et ça, c'est très bien vu à l'époque. Voilà. On a un petit peu la même idéologie que le nazisme avec les Aryens, quoi, si vous voulez. Ce qu'on sait de lui, on ne sait pas grand-chose. Mais on sait que quand il était jeune, il était brillant. Donc, on sait qu'il est intelligent. Il est séduisant. Il est charismatique. Il a beaucoup de charisme. Il est ambitieux. D'accord? D'ailleurs, il va tout faire pour réussir dans un milieu qui n'est pas encore le sien, puisque lui, il est dans la médecine, mais ses parents ne n'y étaient pas. D'accord? Mais aussi un personnage qui peut être instable, colérique, versatile, extravagant. Hein. Mais bon, ça c'est ce qu'on sait de lui, qu'on a appris de lui par la suite, puisqu'il est mort beaucoup plus tard, après la guerre, tranquillement, puisqu'il a fini sa vie, je crois, en tenant une sorte de gîte ou d'auberge, tranquillement, du côté de Tokyo. Vous voyez, c'est pas rien de grave. Mais tout le dossier a disparu, par contre. Hein. Attention, hein. Le dossier a disparu. Comme il s'est fait remarquer de ses supérieurs lui disent « Mais ça serait bien que poursuivre des études sur la bactériologie. » Et en 1924, après 4 ans dans l'armée japonaise, il s'en va à l'université de Kyoto, il prépare un doctorat. Et ce doctorat, attends, j'ai un problème, voilà, de réglage, il prépare un doctorat et il épouse, c'est pour vous dire s'il est ambitieux, il épouse la fille du directeur de l'université de Tokyo. Donc on voit bien que il veut rentrer dans un certain monde et il veut y arriver, quoi, même à travers le mariage. Donc il devient docteur en microbiologie. Ça le passionne, littéralement ça le passionne. Alors du coup, entre 1928 et 1930, il va faire des voyages en Europe et en Amérique, justement pour compléter son savoir sur les armes chimiques en particulier, qui ont été utilisées de façon massive pendant la guerre de 14-18. Et les Japonais ne l'ont, eux, jamais utilisé. Donc, ils voulaient comprendre le fonctionnement de ces armes. Donc, bien sûr, il va aller en Allemagne, il va aller aux États-Unis, étudier tout ça. Voilà. Il faut dire que les Allemands, ce sont les grands chimistes de l'époque. Hein. Voilà. Et il va revenir avec ce savoir. Et comme il revient avec ce savoir que n'a pas l'armée japonaise, il devient donc très rapidement, au sein de l'armée impériale japonaise, le spécialiste de tout ce qui est chimique et bactériologique. D'accord? Ouais, hein, vous voyez, il y a les deux côtés. Parce que d'un côté, il a vu comment fabriquer des bombes chimiques chez les Européens en particulier, et de l'autre côté, c'est un spécialiste en bactériologie. Donc, il va mélanger un peu les deux. Pour le grand quartier général japonais, les armes bactériologiques et chimiques pourraient faire la différence contre tous leurs ennemis, qui sont plus nombreux qu'eux, les Chinois, les Russes, et puis bientôt les Américains. Donc, tous ces ennemis contre lesquels il va devoir se battre sont tellement plus nombreux qu'eux qu'il faut trouver des solutions, des parades, des armes de destruction massives. D'accord? Donc, la chimie et la bactériologie pourraient faire partie de ces armes. En 1930, on va lui demander de travailler sur quelque chose qui n'est pas encore une arme, c'est plutôt la prévention des maladies, puisque c'est un spécialiste en bactériologie, et la mise au point d'armes bactériologiques. Et il va d'ailleurs commencer à conduire en secret des expériences sur des cobayes humains, non consentants, évidemment. Ça s'est déjà vu même plus récemment au Japon. Hein. Il y a eu des tests qui ont été faits sur des SDF dans les années 90 ou début 2000 sur des SDF pour voir avec un sang, si on remplaçait leur sang par un sang
artificielle. Bon, les gens ont été condamnés. Ceux-là, ils ont été condamnés. Lui, non. Et puis, il invente un filtre. Un filtre pour rendre l'eau non potable, ou contaminée, potable. Voilà, parce que les Japonais envoient leurs unités dans des endroits froids et perdus, mais comme la Mandchourie ou en Chine, mais aussi ils les envoient dans des endroits chauds, comme la Malaisie, comme les Philippines, comme la Birmanie, où on va trouver de l'eau, mais qui est souvent saumâtre, ou qui est infestée de bactéries. Donc, plutôt que d'avoir des soldats qui sont la plupart du temps arrêtés parce qu'ils ont la dysenterie, il vaut mieux leur trouver un système de filtration et qu'ils puissent boire de l'eau qui ne va pas les rendre malades. Donc, il va créer quand même ce filtre pour l'armée impériale japonaise. Et puis, ils vont commencer le début des vraies expérimentations sur des humains à grande échelle en 1932. En 1932, il reçoit la permission de développer un programme de recherche bactériologique et de mener les expériences. Là, il a le droit sur des humains. Alors, il va s'installer en Chine, à Harbin. Alors, Harbin, c'est une ville un peu spéciale parce que c'est une ville en Chine où il y a beaucoup de Russes qui ont fui le communisme, ce qu'on appelle ça les Russes blancs, et qui vont se mettre, c'est non loin de la frontière russe, donc Harbin, et il y a beaucoup de Russes blancs. Les pauvres, ils savent pas à l'époque qu'ils vont servir de cobayes. Et il arrive là avec un énorme matériel et 300 hommes, vous imaginez déjà. Hein. Et puis il va se dire, bon, Harbin, c'est trop... Voilà, c'est trop voyant. Et comme tout doit être secret, il faut se mettre plus loin. Alors il va se déplacer à 60 km au sud, où il fait construire un bunker, un laboratoire gigantesque, qu'on va surnommer la forteresse Zongma. Donc, rien que le titre, vous avez déjà un film, voilà, la forteresse Zongma. Il mène ses premières expériences sur des prisonniers politiques, les opposants aux Japonais, donc, des Chinois en particulier, des Russes blancs, parce que en fin de compte, l'avantage c'est que comme ils vont devoir se battre contre les Russes et comme ils vont devoir se battre contre les Américains, tout ça c'est des lignées européennes. Est-ce que les Européens réagissent différemment à certains produits chimiques ou à certaines bactéries, hein? Donc oui, il va pouvoir étudier ça, malheureusement. Mais le problème, c'est que très rapidement, les cobayes viennent d'en manquer. Alors il va même utiliser les prisonniers de droit commun, c'est-à-dire ceux qui ont volé, des choses comme ça, voilà. Mais pour maintenir le secret, Ishihiro se déplace de nouveau, encore un peu plus loin, dans un lieu qu'on appelle Pingfang, et où il pourra encore travailler à plus grande échelle, et en faisant encore plus d'expériences. Voilà. Et tout ça, c'est couvert par l'unité 731, officiellement. Elle s'occupe de purification de l'eau. Voilà. C'est ça. Donc ça cache tout le reste. Ça va cacher toutes les expériences dont je vais vous parler après. Tout ça, la purification de l'eau, après, n'est qu'une couverture. En 1941, au moment où justement ils vont rentrer en guerre contre les Américains, où ça prend une autre ampleur, il se retrouve, lui, à la tête d'une organisation importante qui emploie près de 1 millier de chercheurs. Vous imaginez 1 millier, hein. Vous imaginez le nombre de gars qui ont travaillé là, hein. Donc je parle que de chercheurs. Après, il y a tous les hommes qui tournent autour, quoi. Il y a les vrais militaires, il y a les infirmiers, etc., etc. Mais en quoi consistent exactement les expériences que va mener l'unité 731 et le général Ishihiro dans son camp? Et c'est là où on rentre dans le gore. C'est là où on rentre un petit peu dans l'infâme, dans le film d'horreur. Hein. Ben, l'essentiel de l'activité de ces médecins, maudits, et qui purent après la guerre vivre tout à fait normalement, faire d'honorables carrières d'universitaires, de médecins, de
ou autres, hein. Voilà, eux, on leur a foutu la paix. Je vous dirai pourquoi après. Ils n'ont pas été condamnés. Voilà. Eh bien, les premiers tests qu'ils ont fait, on le sait, ce sont des tests avec des venins de serpent. Pourquoi? Parce que quand vous envoyez votre armée en Indonésie, en Malaisie, en Birmanie, c'est la forêt vierge. Donc, résultat des courses, il y a beaucoup de serpents venimeux. Donc, on inoculait aux serpents, aux prisonniers du venin de serpent, on voyait d'abord les résultats, et ensuite, donc on en tirait certaines conclusions, et ensuite on faisait des tests. C'est-à-dire qu'on essayait de trouver l'antidote. Donc, il y en a plein qui sont morts, mordus par des serpents venimeux, et après on essayait différents produits pour voir si ça marchait ou pas. On faisait même des expériences sur le fameux poisson fugu que les Japonais adorent, vous savez, mais que si vous crevez une certaine poche, votre poisson il devient immangeable. Si, vous pouvez le manger, vous vous en rendrez pas compte, mais vous êtes en train de vous empoisonner. Donc ils vont même faire des tests là-dessus, ils vont rien trouver d'ailleurs. Bien sûr, comme tout chercheur fou de l'époque, ils ont des chambres à gaz spéciales pour tester les différents gaz et les réactions des humains ou des corps humains en fonction des différents gaz. Ça, vous allez me dire, c'est tout à fait classique. Les Allemands faisaient la même chose. Hein. Et puis, on travaillait aussi beaucoup sur les maladies. Eh oui, c'est un bactériologiste. Hein. Typhoïde, dysenterie, choléra, l'anthrax, le tétanos et la peste. Voilà. Les 6 plaies d'Égypte, hein, pratiquement. Donc, l'unité 731, les scientifiques du moins, ont tenté à l'époque même des essais sur les populations, voilà, chinoises, en contaminant des rivières avec certains produits. Souvent des rivières qui coulaient vers l'URSS, voire vers la Chine de Chiang Kai-shek, qui leur résistait, dans lequel ils avaient mis des bacilles du typhus, du choléra. Après, ils ont bombardé des villes chinoises avec des puces qui avaient la peste. Voilà, pour voir un petit peu comment les puces allaient se développer et contaminer la population. C'est bien parce que vous lâchez très peu de bombes et après les puces, il y en a des milliers qui partent dans tous les sens et qui... Ça y est, ça me gratte, j'ai été piqué par une puce. Et qui vous refilent la peste. De façon tout à fait classique. D'accord ? Donc et ça a été très efficace contre l'armée chinoise d'ailleurs. Voilà, ils ont balancé sur l'armée chinoise des puces de la peste, du choléra, de la paratyphoïde, et qui a fait plusieurs dizaines de milliers de morts côté chinois. Hein. Donc on voit bien que là, l'arme bactériologique, alors on dit les pauvres japonais, ils ont pris Hiroshima et les bombes atomiques, mais les pauvres chinois, ils ont pris les premières armes bactériologiques de l'histoire. D'accord ? Aussi, hein, faut pas l'oublier, de la part des Japonais. Donc, tout le monde n'est pas tout blanc ou tout le monde n'est pas tout noir, quoi. Mais ce dont je viens de vous parler, ça c'est un petit peu le résultat, c'est un peu quand je vous parle du nombre de morts dus aux puces infestées par la peste ou au choléra, c'est les résultats. Mais qu'en est-il des cobayes ? L'horreur, le cobaye humain. Pour aller vite dans la mise au point des différentes armes bactériologiques, mais aussi des divers poisons, voilà, qui pouvaient être testés, ou encore pour tester la capacité des corps humains à résister au froid, au chaud, à la pression, comme l'ont fait les Allemands hein, dans leur camp. Voilà, surmonter les épreuves, hein. On teste, plutôt que de tester sur nos propres hommes, on va les tester sur des cobayes humains. Voilà. Eh bien, il leur fallait beaucoup de cobayes. Et là, c'est là où rentre en jeu la Kempeitai. Je ne sais pas comment on dit bien en japonais, je suis pas très bon en japonais. Kempeitai, c'est-à-dire la Gestapo japonaise. Tu vois, la police, une sorte de police militaire japonaise. Hein, la Gestapo, c'était une police militaire allemande. Hein, et au départ, ils étaient chargés de fournir en soi-disant espions, d'accord,
l'unité 731. Puis très rapidement, ils ramassaient des gens dans la rue comme ça. Voilà. On bloquait une avenue ou une rue, et tous ceux qui étaient là étaient ramassés. Et c'était très bien hein, pour Monsieur Ishiro. Pourquoi? Parce qu'il voulait pas simplement des hommes, il voulait des femmes et des enfants aussi. Et des gens de tous les âges. Pour voir un petit peu comment chacun résistait. D'accord? Et puis tous ceux qui traînaient dans les prisons d'État de Mandchourie, quoi. Hein. Donc, le pire, c'est qu'aucun cobaye ne devait sortir vivant de l'unité 731. Tout devait rester totalement secret. C'est-à-dire que si vous résistiez à un test ou à une expérience, vous gardez pour l'expérience d'après, puis celle d'après, etc., jusqu'à ce que vous mouriez de toute façon. Hein. Les derniers qui étaient encore vivants, ben, ils les ont gazés en 1945 et brûlés. D'accord? Et tous les cadavres en cours d'étude, de toute façon, étaient incinérés, tout était brûlé, il fallait aucune preuve. Pour ça, ils ont été beaucoup plus efficaces que les Allemands. Même si des fois ça faisait plus bordélique, ils ont été plus efficaces dans le nettoyage. Les prisonniers, d'abord, c'est un peu comme les camps de concentration allemands, avaient un nom. On les appelait Maruta. Alors Maruta, ça veut dire, signifie la bûche, le bout de bois, quoi, en japonais. Hein, Maruta, parce qu'ils finissaient justement brûlés. Hein. Et ils n'étaient plus des humains, ils n'avaient plus de nom, ils n'avaient plus de prénom, comme dans les camps, c'était des numéros. Bien que chaque prisonnier, à son arrivée, avait sa carte d'identité, on avait son nom, son prénom, son lieu de naissance, son lieu de vie, la raison de son arrestation, généralement. On avait son âge, on avait tout sur lui. Mais c'était pas grave. On lui a attribué un numéro et on l'appelait Maruta, la bûche de bois. D'accord? Voilà. Et on appelait la personne par son numéro, forcément, aussi. Alors je ne sais pas si c'était, après, on n'a pas d'expérience là-dessus, s'il y avait des appels et que c'est le mec qui répondait pas à son nom, son numéro en japonais, on le flinguait, ça je sais pas. C'est possible aussi. Hein. Voilà. Le tout, c'était de réussir à considérer chaque individu, non comme un être humain, mais comme un objet d'étude. D'accord? Voilà. On retrouve la même idée dans les camps d'extermination nazis, quoi. Un individu c'est plus facile à tuer si je le considère pas comme mon égal. D'accord? Hein? Si je considère quelqu'un comme mon égal, ça devient compliqué. Là, ce n'est pas mon égal. D'accord? C'est une chose. Chaque humain est devenu une chose. Le dernier camp de Ishihiro, pardon, c'était un énorme bâtiment avec plusieurs étages. À chaque étage de l'unité 731, il y a plusieurs pièces faisant office de laboratoire, évidemment. Et au milieu de ces étages, il y avait des cellules où on gardait les fameux Maruta, bûches ou cobayes, comme vous voulez, où on mettait les Chinois, les Russes, les femmes, les enfants, tout le monde en même temps. Et on leur mettait des chaînes. Ils portaient des chaînes en plus. Voilà, au pied. Et on allait les chercher là. C'était plus simple, ils étaient au centre. Voilà. Maintenant, on a le témoignage d'infirmiers. Alors là, c'est moins rigolo, japonais, qui dit se souvenir d'avoir vu des Chinois qu'on avait laissés dehors le soir, pendant toute la nuit, en arrosant les bras régulièrement avec de l'eau glacée. Et on les laissait comme ça, en arrosant régulièrement. On laissait leurs bras, leurs mains gelées. Et en fin de compte, il disait que le lendemain, quand on tapait dessus, ça sonnait comme des morceaux de bois. C'était tout à fait mort. Et après, on voyait si on pouvait les soigner, si ça pouvait se récupérer. Ou alors on s'amusait à enlever pour voir ce que ça faisait. Hein. Il en avait vu donc il n'y avait plus aucun doigt, à qui on avait coupé tous les doigts. Il en avait vu certains autres à qui on avait tout enlevé, il n'y avait plus que les os pratiquement. Voilà. Au niveau de l'avant-bras, des mains, etc. C'est horrible, hein. Vous vous réveillez, vous n'avez plus que des morceaux d'os à la place de l'avant-bras ou pratiquement que des os à la place des mains. On observait aussi les effets de la syphilis sur une femme enceinte. Alors, certaines avec qui
qu'on amenait jusqu'à l'accouchement, de façon qu'elle serait tuée, puis, ou certaines qu'on ouvrait avant, pour voir les effets pendant la grossesse, de la syphilis sur le fœtus, dans son évolution, chez la femme, par elle-même, dans le cadre de vivisection, c'est-à-dire que c'était mieux de les tuer, de les opérer vivants, quoi. Voilà. Hein. Ils allaient mourir pendant l'opération, mais on faisait ça dans le cadre d'une vivisection. Vous vous souvenez les grenouilles qu'on ouvre pour voir le cœur qui bat, vous savez, en cours de SVT. Ben, c'est un petit peu ça l'idée, quoi. Voilà. Hein. D'accord, c'est dans ce genre de choses-là, mais avec des humains. On voyait aussi comment on pouvait faire des bombes qui allaient faire un maximum de blessés, mais que ces blessés allaient choper la gangrène et qui ne pourraient pas être sauvés. Parce que ça a deux avantages. Un blessé, ça occupe toujours deux personnes, des brancardiers, etc., etc. Ça occupe les autres, ça casse le moral, les blessés, parce que les blessés, ça crie. Et deux, ils allaient pas pouvoir le sauver. Donc, on mettait donc des bombes chargées de gangrène gazeuse, hein, qu'on faisait exploser au milieu d'un groupe de Chinois ou d'individus. On faisait attention que leur tête et leur dos soient protégés, tout ce qui est vital ne soit pas touché, mais par contre leurs bras, leurs jambes, hein, tout ça pouvait être touché. Et après on voyait comment dans les 7 jours qui suivaient, quel était le taux de perte, combien il y en a qui avaient pu être soignés ou pas, etc. etc. Voilà, ils avaient fait ça aussi avec la peste, hein, avec des puces par avion pour voir l'effet escompté, voilà, et voir comment se propageait la peste au milieu des gens. Hein. On faisait de la résistance au froid, je l'ai dit. On faisait de la résistance à la pression. On les mettait dans des pièces pressurisées, une sorte de bunker, de mini-bunker. Là, on augmentait la pression de l'air, jusqu'à ce que le gars, il explose, quoi. Il se vide de ses boyaux, voilà. Hein. Et on notait très scientifiquement tous les résultats. C'est assez particulier, hein, ça fait froid dans le dos. Voilà, donc c'est des trucs assez fous. On a quelques photos quand même des vivisections qui ont été faites sur l'évolution des maladies tant que les gens étaient vivants, et pour voir un petit peu comment ça a évolué. Alors, je ne sais pas si ça fait progresser la médecine, mais en tous les cas, les Américains ont récupéré toutes les expériences, tous les comptes rendus d'expérience de l'unité 731. Et ouais, parce que s'ils ont fait disparaître toutes les preuves en Chine, ils ont amené avec eux tous les résultats de leur expérience. Donc vous imaginez que les Américains, et le général MacArthur en particulier, à l'époque était le responsable américain sur le Japon, quand les Japonais ont été envahis, après Hiroshima et Nagasaki, il s'est empressé de récupérer tous ces dossiers-là. Voilà. Bon. Et c'est pour ça que, justement, il y a eu un échange de bons procédés. Je vous donne, Ishihiro avait dit à MacArthur, l'Américain, moi, si ça vous intéresse, vous récupérez, je veux bien vous donner, parce qu'il est demandé, je veux bien vous donner nos résultats, mais une garantie pour moi et pour tous ceux qui ont travaillé à l'unité 731 de ne pas être poursuivis. D'accord? Et même de toucher une sorte de rente à vie. Voilà. D'accord? Le coup du froid, ils l'ont fait aux enfants aussi. Voilà, les enfants. Ils n'ont pas fait qu'aux adultes, ils l'ont fait aux enfants aussi. C'est assez fou, ça. C'est de voir comment ils réagissaient quand ils étaient gelés. Ils essayaient aussi sur les femmes et les enfants des bonbons au cyanure, poison donc, à l'anthrax, voilà. Les poisons, les gaz, sur les femmes et les enfants n'ont pas été préservés pour ça. Après, on voyait ce que ça faisait quand on mettait trop de grammes d'héroïne dans une boisson aussi, pour voir ce que ça faisait, combien de temps la personne allait mourir. En combien de temps des gens allaient mourir d'épuisement aussi,
combien de temps on mourait en manque d'oxygène, de privation de sommeil, tous ces trucs-là, quoi. On retrouve un peu les expériences faites par Mengele de l'autre côté, chez les Allemands. Ils ont fait par exemple une expérience sur le manque de sommeil et la malnutrition. Ils mettaient sur le dos de deux Chinois en même temps un sac de 10 ou 15 kilos, à peu près ce que porte un soldat, quoi, pendant qu'il fait des efforts ou pendant qu'il était à la guerre. Et puis en lui donnant simplement de temps en temps un petit biscuit de l'armée japonaise et de l'eau, et les obligeant à marcher, à marcher, à marcher, à marcher jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit, et voir combien de temps ils pouvaient tenir jusqu'à ce qu'ils meurent. D'accord? Ok? Voilà, c'est des trucs, voilà, des trucs comme ça, complètement idiots. Mais bon, vous me direz, maintenant on le sait, comme ça, peut-être. Mais bon, c'est fou. Bon, ça ne viendrait pas à l'idée de quelqu'un de normal, quoi. Voilà. Il y a eu des greffes bizarres, dont je n'ai pas les précisions, des transfusions totales de sang de cheval à des humains, pour voir si ça pouvait marcher. Comment on pouvait résister aux électrocutions, des explosions, des doses massives de rayons X aussi. Et tout ça, après, ça passait à la vivisection. Voilà. Ça, c'était assez classique, hein, la vivisection. Chaque fois, cela. Et puis, en plus, c'était pratique, ils mouraient, et puis on les brûlait. Alors, combien il y a eu de victimes? Ça, c'est la difficulté de quantifier les victimes de l'unité 731. On pense qu'il y a eu entre 3000 et 10 000 en laboratoire. Et à peu près 400 000 personnes seraient mortes des résultats des expérimentations qui ont été faites. Vous savez, quand je vous disais qu'ils avaient balancé des bombes sur des villes, qu'ils avaient empoisonné certaines comment s'appelle, rivières, pour voir quel effet aussi, hein. D'accord, et surtout sur des Chinois, évidemment. Mais aussi, je vous rappelle qu'il y avait des Russes, des Coréens, qui ont été victimes de l'unité 731, des Philippins même. Et on n'en est pas sûr. Et il y a un témoin qui disait que on avait aussi testé sur quelques prisonniers américains. Mais bon, là on n'a pas de certitude. Alors, 45 c'est la défaite, tout le monde rentre, il brûle tout. Pas de preuves en Chine, ils ramènent les résultats des recherches au Japon, Ishihiro et ses hommes, sauf 12 qui se sont fait prendre par les Russes, qui étaient rentrés en Mandchourie, qui avaient attaqué la Mandchourie, et donc la Chine, la partie chinoise qui appartenait au Japon, et ils se sont fait capturer, ces 12-là, et ceux-là ont eu un procès, et ils ont fait de la prison. Voilà, c'est tout ce que je vous dis, c'est surtout dû à ce procès-là. Hein, ça vient surtout avant tout de ce procès-là, grâce aux Russes. Mais après, ils sont sortis de prison et ils ont aidé les Russes à créer des armes chimiques et bactériologiques. Vous voyez, hein, aussi, voilà, ils n'ont pas été pendus ou quoi que ce soit. Voilà. Mais en 46, donc 45 c'est la fin de la guerre. 46, Ishihiro se fait arrêter. Oka, c'est Oka, c'est un nom japonais, hein, Oka. Voilà. Et en 47, en Allemagne commence le procès de Nuremberg, mais qui va mettre en évidence le rôle des nazis et les milliers de morts de la Shoah, les camps de concentration, les tests qui ont été faits sur les humains avec le docteur Mengele et d'autres. Mais Ishihiro, comme je vous disais, lui va conclure un pacte secret entre Douglas MacArthur, le général américain, donc qui est responsable du Japon, et Ishihiro, immunité, secret sur les atrocités commises, et en échange, Ishihiro lui donne tous les résultats de l'unité 731. Voilà. Et en plus, une allocation à vie. C'était bien sympa, ça. Les principaux témoignages que l'on a, je vous disais, donc, médecin capturé par les Russes et infirmier.
D'accord? Voilà, c'est tout ce qu'on a. Et quand l'infirmier en question a voulu parler au Japon, tout de suite, euh, les, les autorités japonaises, le gouvernement japonais, a dit que c'était du n'importe quoi, qu'il dénigrait l'armée japonaise, que le Japon n'avait jamais fait ça, etc., etc. Voilà. Donc, bon, à chaque fois, l'armée japonaise dit hop là, pouf, on coupe. Hein, ou le gouvernement japonais dit hop là, hop, tout ça c'est des carabistouilles. Hein, voilà. Il faut bien savoir aussi que Ishihiro, même après la guerre, bien longtemps, donnait des conférences dans les universités. On l'a vu dans le Maryland, faire des cours à des jeunes universitaires américains sur les armes bactériologiques. Et il aurait dirigé une pension de famille en même temps au Japon, voilà, jusqu'à sa mort en 1959. Hein. Voilà. Et les autres chercheurs, pareil. Hein. Il y en a qui sont devenus très connus au Japon, des spécialistes des armes, etc., qui passaient à la télévision, des maîtres de conférences respectés, etc., etc. Hein. Voilà. Mais l'unité 731, pour le gouvernement japonais, n'a pas existé. Bon, heureusement qu'on a eu les Russes pour prouver le contraire et faire un procès quand même, même si ils nous ont pas tout dit, ou si même ceux qui ont été arrêtés par les Russes, même s'ils ont eu un procès, ils s'en sont bien tirés quand même. D'accord? Voilà. Bon, ben j'espère que ça vous a ouvert un petit peu les yeux sur cette unité 731, le docteur Mengele, sur ces scientifiques maudits. Hein. Bref, donc n'hésitez pas, si vous trouvez des choses sur l'unité 731, d'aller fouiller ailleurs, mais on n'a pas grand-chose, en fin de compte, même sur Internet. On cherche, on fouille. C'est encore des sujets tabous pour les Japonais, donc on cache tout ça, d'accord? Vous ne trouverez pas une ligne sur cette unité-là dans les bouquins d'histoire japonais. Pas une seule. D'accord? Voilà. Hein. Et si vous voulez avoir quelques informations, c'est chez les Chinois. Et en plus, ils ont fait un musée là-bas, une sorte de musée des horreurs qui parle de cette unité. Voilà. Donc j'espère que je vous aurai appris des choses. À très bientôt. N'oubliez pas de mettre un pouce si ça vous a plu. Et à très bientôt avec Armarius. À très bientôt. Je me répète un peu là, bientôt. Allez, ciao.